Nous sommes le jeudi 4 septembre 2025, ici Danick Julien, et voici le bulletin d'information Info CJSR. On parle de prévention du suicide. Michel Therrien qui sera à Saint-Raymond le 10 septembre. Nous en parlerons avec Marie-Pierre Denis de l'Arc-en-Ciel. Saint-Raymond aura sa nouvelle salle d'entraînement sur le site de l'ancienne caserne. Nous avons une entrevue avec le chargé de projet Jimmy Martel et le maire Claude Duplain. Valérie Girard, une nouvelle auteure dans Portneuf, a lancé en juillet son livre Le pouvoir des petites graines. Elle sera avec nous en studio. Et finalement, la deuxième partie du reportage de Charles Laviolette. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce second bulletin d'information de la saison. Si vous avez manqué la première de la semaine passée, vous pouvez la retrouver sur la page YouTube de CJSR. Parlons maintenant de la Régie portneuvoise de protection des incendies, la REPI, qui accueillera la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade dans son équipe. La REPI, on se le rappelle, regroupe les efforts des services incendies de Sainte-Christine-d'Auvergne, Deschambault-Grondines, Portneuf et Cap-Santé. La mission de ce regroupement est d'offrir des solutions fiables et qui tiennent dans le temps aux municipalités qui ont des enjeux de ressources humaines et matérielles pour leurs services incendies. Alors, j'ai eu la chance de parler avec le président de la REPI un peu plus tôt cette semaine, le maire de Cap-Santé, M. Michel Blackburn. Voici l'entrevue. On rejoint en ligne le maire de Cap-Santé, M. Michel Blackburn. Bonjour, M. Blackburn. Bonjour, M. Julien. Alors, vous êtes également le président de la REPI. On parle d'une nouvelle municipalité qui va se joindre au rang de la REPI, Sainte-Anne-de-la-Pérade. Ce sera fait à partir officiellement de janvier 2026. Monsieur Blackburn, qu'apporte l'adhésion de Sainte-Anne-de-la-Pérade à la REPI? Bien, écoutez, toutes les petites municipalités ont des obligations auprès du ministère de la Sécurité publique pour répondre au schéma de couverture de risque qui sera adopté là, prochainement par le gouvernement. Évidemment, cette responsabilité-là nécessite des ressources, que ce soit humaines à la direction ou des pompiers. Ça nécessite aussi des ressources matérielles pour y arriver. Alors, qu'est-ce qu'apporte Sainte-Anne-de-la-Pérade? Bien, Sainte-Anne-de-la-Pérade, dans ses enjeux, c'était la pérennité de sa direction incendie et de l'administration de son service incendie. Donc, la REPI a déjà donc sa permanence là, avec sa direction générale et puis sa petite équipe d'administration. Alors, ça vient régler un de ces problèmes inhérents à son groupe, à sa municipalité. Puis nous, ce que ça nous donne, ça nous permet de répartir les frais pour ce personnel-là. Parce que toutes les petites municipalités qui composent la régie n'ont pas nécessairement tous... Il n'y a personne, en fait, qui a les moyens de se payer un chef à temps plein, alors que c'est de plus en plus nécessaire d'avoir une direction incendie compétente et présente de façon permanente là, dans les services incendies. Donc, c'est votre directeur, M. Perron, là, qui va oui. Justement là, être impliqué avec Sainte-Anne-de-la-Pérade. Exactement. Alors, M. Perron, près de 30 ans d'expérience dans le service incendie, ambulancier de profession. C'était l'ancien directeur incendie de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Et puis, il a décidé de poursuivre sa carrière dans la régie, donc à titre de chef.
et directeur général de la régie. Donc, on a quelqu'un de très compétent qui connaît très bien le service d'incendie de Sainte-Anne-de-la-Pérade parce qu'il a été pompier jusque dans les dernières années. Donc, pour Sainte-Anne-de-la-Pérade, ça lui apporte vraiment une stabilité au niveau de sa direction. Puis pour nous, bien, ça nous permet d'absorber une partie des coûts qui sont accordés à ce poste-là budgétaire notamment. Je pense que pour ceux qui sont membres de la régie, une chose qui est aussi intéressante, c'est le centre de formation qui est de plus en plus prisé. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, bien écoutez, le centre de formation est situé dans la municipalité de Portneuf. C'est l'endroit parfait donc pour nos pompiers à temps partiel pour suivre leur formation de pompier 1, pompier 2 ou d'officier non urbain. Donc, c'est un endroit parfait pour accueillir les différents pompiers de toutes les municipalités, hein, pas seulement que ceux de la régie, mais ça permet à nos pompiers d'accéder à des ressources matérielles, mais aussi à un site d'entraînement là, à moindre coût pour les membres de la régie. Avec Deschambault, qui a été annoncé un peu plus tôt, et maintenant Sainte-Anne-de-la-Pérade à partir de janvier 2026, comment voyez-vous la croissance de la Répi, M. Blackburn, président? Bien, tu sais, faut rappeler que la régie est toute jeune, hein? Alors, l'arrivée dans la deuxième année d'existence, l'arrivée de Sainte-Christine d'Auvergne, et là, par la suite, à l'an 3-4 Deschambault-Gondine, et maintenant, dans la prochaine année, Sainte-Anne-de-la-Pérade, je pense que le défi des prochaines années, ça va être de réussir cette intégration-là des deux municipalités en peu de temps. Donc, tu sais, on a beaucoup de pompiers. On va s'assurer que nos pompiers ont toute leur formation adéquate, que le maintien de compétences, hein, ça aussi, c'est très important. Comme on a des pompiers à temps partiel, ce qu'on appelait avant des pompiers volontaires, c'est une responsabilité de s'assurer que la formation continue puis le maintien de compétences soit soutenu. Ça sera aussi l'occasion de réévaluer tout le matériel roulant. Parce qu'un des avantages de la régie, c'est de permettre de rationaliser les équipements de pointe, les équipements très dispendieux pour une répartition plus adéquate du territoire plutôt que de la gérer chacun par petit territoire indépendant. Donc, on peut maximiser nos ressources. Donc, le défi des prochaines années, c'est pas nécessairement d'aller recruter ou en tout cas d'avoir d'autres municipalités qui se joignent à nous. Au contraire, c'est vraiment de bien réussir cette intégration-là parce qu'on a plusieurs points en commun, que ce soit l'autoroute 40, la route 138, les routes collectrices, le fleuve Saint-Laurent. Donc, tu sais, on a un beau service nautique. On va l'adapter aux besoins de Sainte-Anne-de-la-Pérade. On a la desserte donc de l'autoroute 40 qui nécessite quand même beaucoup de sorties annuellement sans que ce soit des sorties incendie. Donc, d'être bien équipé sans être obligé de tout le temps avoir les gros camions d'incendie si ceux-là sont nécessaires. Fait que dans les prochaines années, c'est vraiment réussir l'intégration. Donc, c'est ça le défi des prochaines années. Donc, consolider vos actifs, en fait, là, consolider ce que vous avez déjà. Oui, c'est ça, exactement. Alors, regardez ce qu'on a, parce que toutes les municipalités, comme on s'est joint sur peu de temps, toutes les municipalités qui se sont jointes, qui avaient des actifs, bien là, eux autres, ils ont été achetés il y a plusieurs années, ils ont été amortis sur plusieurs années. Il y a encore du matériel, il y a du matériel de différentes années, différents états. Alors, c'est de prendre ça, de rationaliser, peut-être revendre du matériel qui est plus nécessaire, acquérir du matériel qui est plus adéquat à nos besoins. Mais le but, c'est de réduire les camions ultra spécialisés, d'avoir du soutien dans des véhicules de transport de troupes, disons-le comme ça, pour s'assurer que nos pompiers puissent se déployer rapidement sur le territoire sans qu'on ait un nombre infini de camions-citernes ou de pompes, par exemple. En terminant, M. Blackburn, président de la Répi, le fait d'avoir une municipalité hors MRC de Portneuf, est-ce que ça a compliqué les choses pour la Répi? Non, je pense qu'il y a eu des enjeux de perception, là, mais écoutez, on est très habitué de travailler dans un contexte extraterritorial, on va dire ça comme ça. Je veux penser à la Régie verte dans Portneuf, hein, où est-ce qu'il y a des municipalités qui ne sont pas dans la MRC de Portneuf, on pense à Fossambeau sur le lac, par exemple, qui ne sont pas de la MRC de Portneuf, mais qui ont joint la Régie portneuvoise, donc la Régie verte. Que ce soit le service de police, la SQ, on était jumelé avec Lobinière pendant un bout de temps. Je pense que c'est souvent... c'est plus un enjeu de perception citoyen, parce qu'à la fin, la régie, ça reste un service incendie, ni plus ni moins. Alors, pour la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, de joindre la régie, c'est juste de consolider son service incendie avec plus de ressources.
Puis au niveau des schémas de couverture de risque, ben, c'est un canevas national qui est adapté aux réalités régionales. Ça, ben, ça ne change rien pour la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade que sa direction incendie soit assurée par la Régie de Pont-Nevoise de protection incendie. La reddition de comptes va se faire de la même façon. Les attentes de résultats ou ce que Sainte-Anne-de-la-Pérade s'est engagé à faire ou à fournir va rester la même chose. Donc, c'est absolument pas un enjeu, à part peut-être un enjeu de perception. Monsieur Blackburn, président et également maire de Cap-Santé, merci d'avoir été disponible pour cette entrevue. Merci, M. Julien. À bientôt. Merci. Mercredi prochain, 10 septembre, l'Arc-en-Ciel, organisme en santé mentale de Portneuf, tiendra un événement en compagnie de Michel Therrien, bien connu dans le monde plein air, chasse et pêche de la région et même du Québec pour l'occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide. L'événement s'adresse à tout le monde, mais également la vocation d'attirer principalement les hommes. Pour en parler, j'ai discuté avec la directrice clinique de l'Arc-en-Ciel, Marie-Pierre Denis. On accueille en studio Marie-Pierre Denis, directrice clinique pour l'organisme Arc-en-Ciel. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Alors, on parle de la Journée mondiale de la prévention du suicide qui aura lieu mercredi 10 septembre. Et votre organisme organise avec Michel Therrien une soirée pour la Journée mondiale de prévention du suicide. Avant d'entrer dans les détails de cet événement, j'aimerais peut-être qu'on parle niveau prévention du suicide. Quels sont les services qui sont offerts par l'Arc-en-Ciel? Oui, bien en fait, c'est ça. À l'Arc-en-Ciel, on a une grande gamme de services, mais on a entre autres le Centre de prévention du suicide de Portneuf. Je n'entrerai pas dans les détails là, avec tous les petits détails en lien avec ça, mais de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une personne a des idées suicidaires ou qu'une personne s'inquiète pour quelqu'un qui a des idées suicidaires ou des propos inquiétants, bien, on est la ressource qu'il faut appeler. Alors, on peut appeler 418-285-3283, 285-DAVE. Alors, c'est un numéro que vous pouvez appeler 24/7 en tout temps. Aussi, il faut savoir qu'on offre aussi des services là, pour les personnes qui sont endeuillées par suicide, qui ont perdu un de leurs proches, que ce soit récent ou que ça fasse longtemps. Il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Les gens, ils peuvent avoir des services autant téléphoniques, des suivis individuels. On commence aussi cet automne des groupes de soutien pour les personnes endeuillées par suicide. Alors ça va être vraiment quelque chose de super intéressant que vous allez voir passer là, un peu partout. Et là, justement, dans Portneuf, depuis quelques semaines, on voit les affiches de votre événement pour la Journée mondiale de la prévention du suicide avec l'invité d'honneur Michel Therrien, bien connu dans le monde de la chasse. Quand on pense à Michel Therrien, on ne pense pas nécessairement à la prévention du suicide. Qu'est-ce qui vous a amené à organiser avec lui cet événement-là? Bien, ça a été un concours de circonstances un petit peu, mais à la base, on souhaitait, on se base toujours un petit peu sur nos statistiques dans Portneuf, un peu quelle clientèle on veut rejoindre plus spécifiquement. Cette année, on souhaitait rejoindre les hommes plus spécifiquement. Évidemment, ces hommes-là viennent avec des familles, avec des enfants, avec tout ça, mais donc les hommes adultes. Et puis, quand on parle de la prévention du suicide, on parle beaucoup aussi de ce qui fait vibrer les gens, hein, ce qui les font rendre vivants. Alors, tu sais, autant leur passion, leurs intérêts. Puis, bien, là, on sait à quel point la chasse, la pêche dans Portneuf, ça prend beaucoup de place. Alors, c'est pour ça. Puis finalement, en fait, on sait que Michel Therrien a créé un documentaire sur la détresse psychologique chez les hommes. Puis il y a un discours incroyable. Là. On voudrait écrire son texte puis lui dire, faut dire ça, ça serait même pas aussi bon que ce qu'il fait. Il y a un discours inspirant, plein d'espoir. Qui inspire à aller chercher l'aide. Là. Alors, je pense que Michel va être vraiment une personne qui va attirer beaucoup de monde. C'est un peu notre but aussi, à la base, hein, que les gens participent à l'événement. Puis il va avoir autant, en parlant de sa passion, la chasse, il va pouvoir parler de ça, mais en même temps faire un pont vers aller chercher des services, puis comment on peut faire pour aller mieux quand on est rendu là. Parce que, Marie-Pierre, on n'est pas... vous n'êtes pas sans savoir que, prévention du suicide, ça peut être tabou, surtout chez les hommes, donc votre public cible. J'imagine que ça fait partie des raisons pourquoi vous avez choisi Michel Therrien pour animer. Oui, malheureusement, au Québec, de manière générale, là, les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes, ce qui est énorme hein, quand on y pense, 3 fois plus, Puis, tu sais, ce qu'on souhaite par ces événements-là, quand on fait des journées mondiales de prévention du suicide, bien, on souhaite sensibiliser la population. On veut célébrer la vie, on veut du beau. Alors, tu sais, le lien entre les deux faisait beaucoup de sens pour nous. Pour Michel aussi, là, il est vraiment super impliqué, très emballé aussi par l'événement.
faut savoir aussi que pendant l'événement, dans le fond, bon, il va y avoir des kiosques avec de plusieurs organismes, et même l'association Chasse et Pêche qui va être là. On veut parler chasse, on veut parler nature aussi. On a beaucoup de prix de présence, jusqu'à 1 000 $ de prix de présence. C'est vraiment, on est agréablement surpris. Mais il va y avoir aussi, en plus de la conférence de Michel, il va y avoir la présentation du documentaire que je faisais mention plus tôt, qui s'appelle « Guidons-nous ». Alors, il va pouvoir... c'est un court documentaire, là, on ne passera pas 1 heure à regarder un film tout le monde ensemble. Et puis, par la suite, il va y avoir un panel de discussion vraiment intéressant. On souhaitait qu'il y ait plusieurs acteurs qui puissent prendre la parole sur ce même sujet-là. Alors, il va y avoir bien sûr Michel qui va être là. Il va y avoir Myriam Lachance, qui est travailleuse de rang dans Capitale Nationale Côte-Nord. Une fille super dynamique, vraiment le fun, puis qui va pouvoir amener vraiment le côté aussi, quand on est passionné par la nature, au point d'en faire son travail aussi, hein, parce qu'elle travaille beaucoup avec les producteurs agricoles. Alors, Myriam va pouvoir avoir ce discours-là. Il va y avoir aussi Étienne Beaumont, qui est quand même bien connu à Saint-Raymond. Il est directeur adjoint à la Vallée-Bras-du-Nord. Puis, dans le fond, il est coordonnateur aussi du projet En Marche, là, un projet en réinsertion socio-professionnelle par la nature et l'aventure. Fait qu'on est tous dans la même thématique là, de la nature, puis de à quel point nos passions peuvent nous aider dans la vie quand ça va moins bien. Alors, rappel pour ceux et celles qui veulent assister à cette soirée-là. On parle de mercredi, le 10 septembre, sur la place de l'église de Saint-Raymond. L'heure m'échappe, par contre. C'est à 16h30 que ça débute, puis ça va se terminer à 19h. On vous invite, si vous êtes capable d'être là tout le long, je pense que ça va être intéressant. Mais sinon, vous pouvez juste venir faire un petit tour aussi si vous préférez. Tout le monde est bienvenu. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Marie-Pierre, directrice clinique de l'Arc-en-Ciel. Merci d'avoir parlé de la Journée mondiale de la prévention du suicide du 10 septembre prochain avec Michel Therrien comme invité d'honneur. Merci, Dani. Merci. Les 30 et 31 août dernier, au lac Sept-Îles, à Saint-Raymond, se tenait la Foire du livre. L'événement consistant à vendre ou acheter des livres usagés a séparé ses profits avec l'organisme local SOS Accueil. Arthur Bordelot était sur place et a fait un reportage avec les organisateurs. Voici ce qu'il avait à dire. C'est durant la fin de semaine dernière que s'est déroulée la 24e édition de la Foire du livre, située au Club nautique du lac Sept-Îles. C'est une année exceptionnelle. On a eu un gros samedi, plusieurs personnes, on a fait beaucoup de ventes. On a hâte de faire le calcul de ça parce que les recettes vont nous permettre d'acheter des nouveautés pour notre bibliothèque, Page et Rivage. Puis les recettes sont partagées avec notre partenaire, le SOS Accueil. Alors, on va aller faire un don dès la fermeture. Il y a des particuliers qui nous donnent des livres ici directement, mais la majorité des livres nous viennent du SOS Accueil. Les gens vont faire des dons de livres usagés. Puis, il y a quelqu'un là qui est notre lien avec l'organisme qui fait un premier triage. Après, chaque semaine, il y a des transporteurs qui vont chercher les livres, les apportent ici. On les trie, on fait le tri à chaque mois pour avoir déjà les livres dans des boîtes par catégorie. On fait ça. On commence dès le mois de septembre pour l'an prochain. Une vingtaine de bénévoles rendent l'événement possible, totalisant environ 600 heures de travail bénévole. La foire promouvoit la lecture abordable et éco-responsable puisque ce sont des livres usagés. Quand on lit, on fait attention à nos livres. Puis à ce moment-là, bien, quand même qu'il y aurait 7-8 personnes qui entre les mains que les livres passent, ils restent en bon état. Fait qu'on vend, on a la fierté de les vendre justement presque neufs, puis à bas prix. Fait que ça, c'est notre principal objectif, d'acheter aussi des nouveautés pour notre bibliothèque, mais aussi de faire en sorte que ça n'aille pas à la poubelle. Là. C'est de la récupération. Donc, c'est environnemental en même temps, puis avec un volet d'aide humanitaire aussi, puisque le SOS Accueil a une partie des profits. La bibliothèque du lac Sept-Îles existe depuis 52 ans. Là. On a fêté les 50 ans il y a 2 ans. On a souligné ça. C'est là qu'on lui a trouvé son nom. On a fait un concours pour lui trouver un nom significatif de son rôle et de l'environnement. C'est pour ça que ça s'appelle Page et Rivage. Puis, parce que ça a commencé
par une congrégation, la congrégation des Sœurs de la Charité de Saint-Louis, qui ont commencé ça, pour ceux qui s'en souviennent, dans la sacristie de la chapelle qu'il y avait au Lac-Sept-Îles. Ça a duré 25 ans comme ça. Et depuis 27 ans maintenant, c'est l'association qui prête les locaux pour pouvoir nous installer puis donner un service à proximité de nos lecteurs du lac. Ça fait quand même plusieurs années. La Foire du livre, ça fait combien de temps? La Foire du livre, ça a commencé quand c'est la PLSI qui a commencé à s'en occuper, à en être responsable. Donc, ça a commencé en 2000. Alors, il y a eu une année où ça n'a pas eu lieu à cause de la pandémie. Là. On n'a pas eu le choix. Fait que c'est la 24e édition. Puis à chaque fois, l'événement prend de l'ampleur. Puis particulièrement grâce au partenariat avec le SOS-AQL. Et pour ceux qui ont envie d'emprunter des livres, la bibliothèque est ouverte pour toute l'année avec un horaire de 2 jours d'ouverture par mois. On ouvre à chaque mois 2 fois, le deuxième mardi puis le dernier samedi pour les résidents du lac. Alors, c'est comme le même fonctionnement qu'une autre bibliothèque. Les gens empruntent un livre ou des livres, puis ils peuvent les conserver 15 jours. Ça dépend de leur vitesse de lecture ou 1 mois. C'est comme ça les livres circulent. La période d'inscription est bien enclenchée pour la nouvelle salle d'entraînement de Saint-Raymond, régie par la ville, nommée la Caserne. Un nom qui convient, comme l'infrastructure se retrouve directement dans l'ancienne caserne des pompiers de la ville, à l'arrière donc de l'hôtel de ville de Saint-Raymond. J'ai parlé donc avec le maire de la ville, M. Claude Duplain, ainsi que le responsable chargé de mettre en place ce qui était au départ un projet pilote, Jimmy Martel. Voici ma conversation avec les deux hommes. On est présentement dans la caserne, le nouveau gym de la ville de Saint-Raymond. Je suis avec le maire Claude Duplain. Bonjour. Hey, bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Également avec nous, Jimmy Martel, coordonnateur aux activités sportives. Bonjour. Bonjour. Donc, le gym de la caserne, qui est dans l'ancienne caserne de pompiers de Saint-Raymond, qui sera lancé officiellement le 15 septembre prochain. Dites-nous, d'où vient ce projet-là? En fait, ce projet-là vient d'une demande des citoyens, OK, on n'avait pas de gym. Vous savez qu'il y a eu 2-3 projets de gym à Saint-Raymond privés qui n'ont pas fonctionné. Les coûts par rapport à la clientèle, pas assez de clientèle pour les coûts que les gyms privés pouvaient amener. Et on avait commencé avec des cours organisés. Jimmy avait organisé ça. Et il nous est arrivé avec l'idée de pourquoi qu'on n'ouvrira pas à la population. Il y avait d'autres villes qui l'ont fait. On a trouvé l'idée pas pire. Jimmy a travaillé le projet comme il faut et on a décidé de lancer ça. Et à preuve que Jimmy avait raison, c'est 60 inscriptions de privés qui vont pouvoir venir en salle ouverte. Et il y a 260 inscriptions du gym pour les cours, parce qu'on donne des cours que Jimmy avait organisés. Oui, là, il y a des professeurs, c'est de l'organisation. Les jeunes ne pourront pas venir pendant ces cours-là. Les 60, ils vont venir en dehors des heures d'ouverture. Jimmy va vous expliquer. En plus des 170 personnes qu'on a au spinning. Donc, vous avez 260, 170, 60 personnes qui vont venir profiter. Et on voit que la preuve, c'est que ça valait la peine d'organiser ça. Donc, on a dédié l'ancienne caserne. Le nom est extraordinaire. La caserne comme centre sportif. Pour célébrer l'ancienne caserne qu'il y avait ici. La ville embarque là-dedans de plein pied. Ça prouve, les gens prouvent qu'on avait besoin de ça. Et justement, là, on voit les équipements derrière nous. C'est du dernier cri. Là, c'est fait pour l'entraînement. Dites-nous comment vous avez fait pour mettre en place la caserne. Dans le fond, la ville m'a attribué un budget pour que je puisse procéder au matériel, procéder à l'achat du matériel nécessaire pour offrir à une plus grande clientèle. On était équipés pour tous nos cours de groupe, mais faire de l'entraînement fonctionnel seul, bien, il manquait quelques équipements pour le volet haltère, le volet machinerie, comme on voit derrière. Comme M. le maire l'a dit, on a 60 inscriptions jusqu'à maintenant, mais on peut en prendre encore plus. Les inscriptions ont lieu présentement.
Mais déjà là, en 6 jours, on a 60 inscriptions. On est quand même très, très satisfait de l'engouement. Puis on sait que le bouche à oreille va faire en sorte qu'on devrait en avoir plus. Exactement, avec le temps, je pense que le projet va pouvoir se concrétiser davantage. J'aimerais qu'on parle, vous avez parlé de l'horaire de groupe. Les gens vont connaître l'horaire pour pouvoir venir quand bon leur semble. Quand ça fonctionne, la logistique pour venir s'entraîner si on ne fait pas partie d'un groupe. Pour la salle d'entraînement, le volet libre, c'est 62 heures d'ouverture. Toute la documentation, l'horaire précise est sur le site Internet de la Ville de Saint-Raymond. On a fait un onglet avec les règlements, l'horaire, tout ce qui est possible de faire, la liste d'équipements. On n'a pas d'entraîneur pour faire un programme d'entraînement. On a un surveillant sur place. Par contre, on dit aux gens qu'ils doivent avoir leur propre programme s'ils veulent venir ici. Les coûts sont très raisonnables, puis sans farce, on a une belle installation. La grandeur est juste parfaite pour commencer. On veut voir l'ampleur que ça va prendre, puis on ne sait pas, peut-être que dans un avenir rapproché, il y aura peut-être un développement supplémentaire par rapport à mon projet. Le projet de pilote un peu qui s'est fait, c'est un peu ce qui s'est fait à Donnacona, Saint-Basile, où ils ont le genre de gym comme ça. On a vu que ça fonctionnait. On avait peur un peu parce que laisser des gens libres venir s'entraîner, point de vue assurance, responsabilité, tout ça, bien, on avait certaines craintes. Puis je veux dire, pour le citoyen qui vient et qui ne sait pas quoi faire, bien, faut qu'il prenne sa responsabilité. Ceux qui viennent, il faut qu'il y ait un programme d'entraînement, il faut qu'ils sachent quoi faire. On n'embarque pas ici sur les équipements puis faire n'importe quoi. Donc, on a un surveillant qui va voir à aider ces gens-là. Pas donner de cours, c'est pas quelqu'un qui va donner des cours, c'est juste un surveillant, OK, pour être sûr que tout se passe bien. Alors, le projet qui répond donc, comme vous le disiez, à une demande de la population. Il y avait d'autres choses que vous vouliez dire là, sur le sujet là, avant qu'on termine l'entrevue. Bien, inscrivez-vous. C'est le temps de s'inscrire. Allez voir si vous avez des questions, gênez-vous pas à nous appeler, à venir visiter. Puis, c'est le temps de s'inscrire. Bien, c'est ça. On invite les gens à venir voir le gym. C'est aux heures d'ouverture. Si on ne sait pas qu'on téléphone à Jimmy qui va pouvoir justement les accueillir pour leur montrer le gym, les équipements qu'il y a. Il y a déjà une porte ouverte, je pense, une journée. OK? Donc, on peut venir visiter n'importe quand pour s'inscrire. Je pense que ce que la Ville veut, en arrière de tout ça, c'est que les gens se tiennent en forme. Et ça, c'est important. Claude Duplain, Jimmy Martel, merci beaucoup tous les deux d'avoir été des nôtres pour cette entrevue. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil. Raid Bras-du-Nord, Promutuelle Assurance, a observé une augmentation globale du taux de participation aux activités sportives en 2025. L'organisation a publié un peu plus tôt cette semaine le bilan qui est de cette 21e édition. Et ce bilan prouve que le Raid Bras-du-Nord est bien implanté dans la région et est capable de rassembler la communauté. Selon Pascal Jonot, directeur général du RAID, l'événement fait un immense succès, non seulement sportif, mais surtout humain. Le fait que le RAID puisse soutenir les organismes de la communauté encore mieux que par le passé ajoute de l'effervescence à l'événement et aux bénévoles qui y donnent du temps. Donc, on rappelle la Maison des jeunes de Saint-Raymond qui avait bénéficié d'un spectacle d'humour pour pouvoir récolter des fonds pour ses activités directement au profit des jeunes de Saint-Raymond-de-Portneuf. La 4e édition du défi corporatif, si on regarde les statistiques, a été un immense succès. Un total de 41 équipes et de 4 participants chacune ont parcouru à relais les sentiers de 5 km durant les 4 heures de course. Si on regarde les positions, en première, on retrouve le club vélo extrême Saint-Raymond, deuxième position Alcoa, 2 équipes donc qui sont de 100% de Saint-Raymond, et la troisième position, la Porte Expert Conseil de Québec. Pour les gagnants avec les équipes qui ont des vélos électriques, il y avait Frenette Bicyclette, Technométal et Promec Elite, groupe SPL. Le nombre total d'inscriptions aux courses de samedi est phénoménal. On parle de 870. C'est un record pour la journée de course. Et la journée famille, 225 jeunes de 2 à 10 ans ont pédalé à travers les sentiers spécialement conçus pour eux. Les jeunes ont aussi pu admirer le spectacle de magie, le Super Show de Mario.
En terminant, voici les personnes au sein du comité de travail qui ont travaillé toute l'année pour monter l'événement. Dominique Drolette, Pascal Genois, Jean-François Drolette, Émilie Mainville, Laurie Genois, Jimmy Martel et Cindy Drolette. L'Expo de Donnacona change de vocation cette année et devient la rentrée festive, se tenant du 4 septembre au 7 septembre, de jeudi à dimanche. Cet été, lors de l'annonce de la prise en charge de l'événement par la ville de Donnacona, Philippe Papillon s'est entretenu avec le maire Jean-Claude Léveillé et Valérie Vallière, chargée de communication à la ville. Voici l'entrevue qu'il a réalisée avec les deux intervenants. Bonjour, mon nom c'est Jean-Claude Léveillé, je suis le maire de la ville de Donnacona. Bonjour, mon nom est Valérie Vallière et je suis responsable des communications ici aussi à la ville de Donnacona. Aujourd'hui, on va vous parler d'un nouvel événement qui s'en vient à Donnacona du 4 au 7 septembre prochain. C'est la rentrée festive. Oui, festif, c'est le cas de le dire. Oui. Je veux juste faire un petit retour à l'arrière. Seulement, le tour a commencé en décembre dernier. On a rencontré M. Nelson Langlois et son fils Simon. Et puis, c'est eux qui étaient en charge de l'Expo de Donnacona depuis près de 40 ans. Et puis, ils nous ont mentionné qu'ils étaient peut-être en décision de peut-être pas recontinuer avec l'événement. Alors, ils sont retournés vers nous, on a discuté avec eux, puis nous avons décidé de prendre l'événement en main parce qu'on ne voulait pas laisser une année vide et puis recommencer une année d'après. C'est pratiquement impossible de recréer l'événement. Alors, cette année, c'est la ville de Donnacona qui a décidé de reprendre l'événement en main avec quelques changements. C'est sûr que c'est pas identique à ce qui était Expo Donnacona, mais l'événement lui-même, c'est sûr que les manèges vont rester pour les familles et les jeunes enfants. Et puis, il y a la partie spectacle également. La seule partie qui est mise de côté, c'est la partie commerciale qui était à l'intérieur de l'aréna. Mais le tout va se dérouler cette année à l'extérieur, soit les manèges et les spectacles qui vont avoir lieu le vendredi et le samedi. Et le dimanche. Et le dimanche. Oui. Puis, justement, comme on a mentionné, c'était l'Expo de Donnacona, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas, justement, d'exposition, mais que c'est maintenant la rentrée festive. Donc, c'est vraiment au même moment de l'année, comme M. le maire l'a mentionné, soit du 4 au 7 septembre, donc au retour des classes, mais aussi, ça nous permet de prolonger l'été en même temps avec cet événement-là. Qui dit nouvel événement, dit nouvelle identité, donc nécessairement, on a un nouveau logo, tout l'aspect d'image de marque aussi qu'on a travaillé au cours des dernières semaines par rapport à ça. Suivez d'ailleurs nos médias sociaux, la page Facebook La Rentrée Festive, ainsi que le compte Instagram, encore une fois, La Rentrée Festive de Donnacona. Et au niveau de la programmation, on est super excités parce qu'on l'a mentionné aussi ce matin. Oui. Donc voulez-vous le dire, M. le maire? Bon, on va en dire chacun un. OK, parfait. Alors, le vendredi, c'est les Karma Chameleons. C'est un retour dans les années 80, pour ceux qui connaissent. Un bon spectacle qui offre toujours le costumé pour les années qui chantent. Alors, c'est quelque chose à voir. Si vous l'avez déjà jamais vu, quelque chose. Oui, et le samedi, encore une fois, à ne pas manquer, c'est Blue Ridge Band, en fait, pour la soirée country. Super populaire aussi. Ils font des tabacs dans les dernières semaines, les derniers shows aussi qu'ils ont fait à travers le Québec, carrément. Oui. Donc, on est vraiment chanceux de les avoir à Donnacona pour la rentrée festive. Les spectacles seront gratuits pour tous. L'invitation est lancée pour la 6e édition de l'Épluchette de blé d'Inde à Saint-Basile, présentée par Accès Travail Portneuf. L'événement festif et gratuit aura lieu le vendredi 6 septembre de 11h à 15h, le samedi, 6 septembre. Donc, c'est une tradition maintenant depuis 6 éditions qui réunit maintenant plus de 400 personnes visant à entretenir la socialisation et le maillage de la population dans la région de Portneuf tout en favorisant l'intégration des nouveaux arrivants. La présence de nombreux bénévoles, partenaires et organismes renforce le côté rassembleur de la journée. Pour en parler, j'ai discuté avec Johan Benas, chargé de projet en immigration chez Accès Travail Portneuf. Ce samedi 6 septembre à Saint-Basile, l'invitation est lancée pour la 6e édition de l'Épluchette de blé d'Inde interculturelle à Saint-Basile avec l'ATP, Accès Travail Portneuf. Pour en parler, Johan Benas est avec nous. Bonjour, Johan.
Bonjour Dominique. Ça va bien? Bien vous? Oui, merci d'être des nôtres. Johan, tu es chargé de projet en immigration chez Accès Travail Portneuf. On poursuit donc la tradition avec cette 6e édition. Et pourquoi c'est important de revenir pour une 6e année pour les Pluchettes de blé d'Inde interculturelles à Saint-Basile? Eh bien, c'est une activité qui a été créée en 2019. On était au début une trentaine de personnes. C'était destiné à promouvoir le jumelage interculturel. Et puis rapidement, deuxième, troisième année, la ville a embarqué, la ville de Saint-Basile. Et puis on a transformé ça en événement prônant l'interculturel, la diversité et de plus en plus le vivre ensemble. Parce que on s'entend qu'il y a eu la Covid, il y a diverses choses qui font que les gens ils ont besoin de sortir, connaître du monde, rencontrer du monde et puis socialiser dans leur milieu. Donc on continue à développer cette activité qui a de plus en plus de partenaires. Ouais. Et une chose est intéressante, la ville de Saint-Basile a embarqué. Maintenant, il y a des partenaires. Et le partenariat cette année, c'est assez incroyable. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, cette année, on a plus de 10 partenaires. Je ne vais pas essayer la liste parce que je vais en oublier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé avec Saint-Basile. Rapidement, il y a eu la MRC. Et puis, il y a des organismes qui ont embarqué, des entreprises. Maintenant, on a Alcoa comme partenaire majeur. On a également les Fraisières Fauché qui nous font des belles commandites pour pouvoir réaliser cette activité. Il y a beaucoup de bénévoles, on a un public très diversifié, donc c'est intéressant de voir qu'il y a un engouement autour d'un événement qui est destiné à la population et qui est un événement qui est complètement gratuit. Il n'y a personne qui vient faire de l'argent ou faire particulièrement de la promotion ce jour-là, c'est destiné au vivre ensemble, puis c'est destiné à dire hey, on est prêt à rencontrer notre monde, et c'est pas que le volet immigration d'Accès Travail Portneuf, c'est la ville de Saint-Basile qui dit venez rencontrer les concitoyens, venez rencontrer les gens de la région, Alcoa La Fraisière qui nous soutiennent là-dedans, et puis les bénévoles qui viennent s'investir. On a des jeunes du programme Langue et Culture du Monde de Donnacona qui viennent faire du bénévolat, des jeunes de Saint-Basile qui viennent prêter main forte, des nouveaux arrivants qui viennent préparer certains plats. On est content, il y a vraiment du monde qui croit en cet événement. Johan, tu as parlé de le vivre ensemble. C'est une chose qui semble bien importante pour ceux et celles qui nous écoutent à la maison. Vivre ensemble, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important de le promouvoir? Écoutez, moi je travaille en immigration, alors on disait il faut que les gens ils rencontrent des nouveaux arrivants. Et puis de plus en plus, en travaillant avec les organismes dans Portneuf, ce qu'on voit c'est qu'un organisme qui va travailler en santé mentale, un organisme de protection pour les femmes, un organisme en employabilité, à chaque fois, la clé au milieu, c'est de voir si les gens arrivent à socialiser. En fait, c'est la même façon de le travailler. Il y a des petites nuances, mais quel que soit le public qui est accompagné, la socialisation, c'est un facteur de bien-être. Donc, il faut y aller et il faut pousser en ce sens-là. Donc, pour les nouveaux arrivants, pour d'autres gens, pour la communauté, pour les Québécois, pour tout le monde. Alors, à qui s'adresse l'événement? On rappelle, c'est samedi, le 6 septembre, puis c'est une bonne partie de l'après-midi, à partir de 11h jusqu'à 15h, au Centre Nature de Saint-Basile. Oui, c'est ça. Alors, l'événement, il est destiné... Comme je disais au départ, c'était les nouveaux arrivants. Ouais. Ça a bien changé depuis, c'est destiné à tout le monde. Même si on a des gens, c'est assez agréable. Il y a des gens de Saint-Basile les gens qui étaient là à la première édition quand on était 30, ils viennent toujours nous voir, ils sont toujours à l'événement. C'est pour tout le monde, tous les gens de la région. Et d'ailleurs, une petite précision, on a mis, grâce à un programme de la MRC, on a réussi à mettre en place un bus cette année. Donc il y a un bus qui va permettre à des gens de la région de se rendre gratuitement à l'événement. Un bus qui va faire Saint-Casimir, Saint-Marc, Donnacona, amener les gens à l'Épluchette et les ramener chez eux le soir. Donc on a vraiment pour objectif que ce soit pour tout le monde. Et ça, c'est grâce à la somme de partenaires et de bonne volonté et des bénévoles qu'on arrive à faire ce genre de choses. Johan, Accès Travail Portneuf poursuit de plus en plus des collaborations avec les villes de Portneuf. Il semblerait qu'il y a un certain engouement des municipalités à promouvoir le vivre ensemble. Peux-tu nous parler de ça? Ce qui se passe, c'est que de plus en plus, nous on trouve ça agréable, on en est assez fiers, c'est que les villes viennent chercher notre expertise. Ouais. Accès Travail Portneuf, on est un organisme communautaire qui est financé, pour le cas par exemple du programme en immigration, c'est financé par le ministère de l'immigration. C'est une expertise, les villes peuvent y accéder gratuitement, donc elles viennent nous chercher, puis c'est du donnant-donnant, c'est un soutien. On organise des activités avec eux, on amène notre clientèle, ils amènent leur clientèle.
on met les forces en commun et on arrive à créer des belles activités. Donc c'est vrai que là, on vient de travailler aux Fêtes Latines à Port-Neuf. Là, on est à Saint-Basile pour les Pluchettes. En novembre, on est avec la ville de Saint-Rémy, on organise un Café du Monde, normalement sur le Brésil. On change de ville. En décembre, on est à Saint-Tubal pour le patinage interculturel. Les villes ont compris qu'elles pouvaient utiliser nos services. On est un organisme communautaire, on est là pour soutenir la communauté et soutenir le travail des villes et de la MRC. Et on vous voit de plus en plus. Johan Bellas, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour parler de l'épluchette de blé d'Inde à Saint-Basile entre 11h et 15h. Je rappelle, la date, c'est le samedi 6 septembre au Centre Nature de Saint-Basile. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci. Coiffeuse et maintenant auteure, c'est un rêve qu'a réalisé Valérie Girard de Neuville de cet été lors du lancement de son premier livre, Le pouvoir des petites graines. L'événement situé dans la bibliothèque de Neuville a attiré des centaines de personnes. Le livre de Valérie se veut positif. L'auteur souhaite que les gens vivent le cœur un peu plus léger. Elle était de passage en studio un peu plus tôt. Voici l'entrevue. Maintenant de culture dans Port-Neuf, avec le lancement du livre Le pouvoir des petites graines par Valérie Girard, qui habite depuis 2003 à Neuville, une native de Saint-Alban. Oui. Bonjour Valérie. Salut. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Valérie, tu es coiffeuse, puis tu as lancé le livre Le pouvoir des petites graines, qui est ton premier livre en carrière. Oui. Parle-nous de l'idée pourquoi ce livre-là a été conçu. Bien, ça fait 25 ans que j'ai mon salon de coiffure d'esthétique. Puis, à force de côtoyer plusieurs personnes différentes, bien, j'avais le goût d'aider les gens à semer des petites graines, justement, une façon d'être plus bienveillant dans la vie des gens qui côtoient. Donc, le message, c'est de pouvoir utiliser des petits moments, des petites actions pour en éclore là, des affaires plus positives. Exact. Oui, d'être à l'affût de la différence qu'on peut faire dans la journée des gens qu'on croise. Votre livre, c'est un recueil de textes, donc des textes qui touchent à quel genre de sujet? Bien, en fait, c'est beaucoup inspiré de ce que je vis au salon depuis 25 ans avec mes clients, mais aussi dans ma vie en général. Puis, c'est une quarantaine de textes différents, mais qui ont tous un petit côté positif, un petit quelque chose qui fait réfléchir, qui nous donne le goût d'être meilleur. Donc, des histoires ou des idées qui ont été qui ont germé pendant votre travail là, exact. De coiffeur. Oui. Puis, parlez-nous un peu, le lancement le 9 juillet dernier, c'était nouveau pour vous? Oui, moi, c'était la première fois que j'allais à un lancement de livre. C'était mon lancement, c'était bien, c'était cool. Je m'attendais pas à grand-chose, je savais pas. Puis finalement, on était au-delà de 200 personnes. Fait que ça a été vraiment un succès. C'était dans la belle bibliothèque de Neuville qui est située à l'intérieur de l'église. Fait que c'était magnifique. Ça a super bien répondu, il faisait beau, c'était vraiment un beau lancement. Et là, les gens étaient là pour se procurer votre livre, oui. des clients, des amis? Mais il y avait vraiment de tout. Tu sais, comme je viens de Saint-Alban, j'ai travaillé 10 ans à Saint-Marc-de-Carrière, je suis à Neuville, fait que j'ai vraiment des gens de partout qui se sont déplacés pour venir chercher mon livre, la dédicace, puis un petit drink, une petite santé, c'était vraiment plaisant. Au-delà des moments quotidiens qui ont inspiré votre écriture, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous inspirent pour écrire, vos inspirations? Bien, en fait, souvent, c'est quand on a des petites périodes plus creuses qu'on a le goût d'écrire. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours écrit plus dans mes petites périodes plus creuses. Puis, justement, de me souvenir que j'avais fait du bien à une personne dans ma journée, bien, ça m'inspirait à vouloir m'en souvenir. C'est pour ça que je l'écrivais. Puis que je voulais en faire profiter les autres aussi, là. Puis, oui, c'est le premier livre que vous avez écrit. Par contre, avant l'entrevue, vous me disiez que vous poursuiviez l'écriture. Ben, ça fait partie de ma vie. J'ai toujours écrit. Je vais continuer d'écrire, ça, c'est sûr. Mais de là à dire que je veux publier absolument quelque chose d'autre, j'ai pas encore pensé à ça, mais je ferme pas la porte, là. C'est une belle aventure. J'ai vraiment aimé ça. Puis, bon, dans Port-Neuf, pour se procurer votre livre, parce que les gens qui nous écoutent ont peut-être envie d'apprendre qu'est-ce que vous avez écrit dans votre livre, Le pouvoir des petites graines. Oui. Où est-ce qu'on peut se le procurer? Oui, bien là, comme on n'a plus de librairie dans Port-Neuf, les pharmacies ont pris un beau relais. Fait que, dans le fond, la pharmacie Jean Coutu de Donnacona a été les premiers à prendre mon livre à Donnacona dans leur pharmacie, mais il y en a aussi au Jean Coutu de Saint-Marc, de Saint-Raymond, le Uniprix de Saint-Raymond aussi. Pont-Rouge, Port-Neuf, il y a vraiment plusieurs places, mais il y a aussi en ligne. Les gens peuvent Renaud-Bré, Archambault, Amazon, il y a un format Kindle.
Puis Distribulivre aussi. Ça, c'est mon distributeur Apothéose. Le Distribulivre, ils peuvent le commander là. Il y a un petit délai, mais ils vont le recevoir à la maison. À qui s'adresse votre livre? À qui vous le recommanderiez? Tout le monde peut lire ça. Quelqu'un qui n'aime pas lire, bien, vu que c'est 40 petits textes de 2-3 pages, c'est pas intimidant. C'est quelque chose qu'on peut déposer puis lire un petit bout de temps en temps. On peut l'ouvrir n'importe où dedans puis prendre au hasard un texte. Puis c'est positif, ça fait du bien. Valérie Gérard, merci d'avoir été des nôtres. On rappelle donc que si vous voulez trouver le livre de Valérie, il est disponible dans les pharmacies du comté de Portneuf. Ils peuvent me suivre sur Facebook, Valérie Gérard Auteur, Facebook puis Instagram. Puis, ils vont voir aussi toutes les librairies indépendantes qui l'ont. Valérie, merci beaucoup. Merci à toi. Le défi du préfet de la MRC de Portneuf, une course à relais de Deschambault à Neuville d'une longueur de 47 km, lancera sa première édition le 20 septembre prochain. Une centaine de coureurs sera mobilisée pour couvrir pour la cause de Laura les Merveilles, un organisme venant en aide aux parents d'enfants vivant avec des polyhandicaps. Voici le préfet et maire de Neuville, Bernard Gaudreault, concernant la genèse du projet. Vous savez, en fait, l'idée du défi du préfet a pris racine il y a quelques mois à la suite d'un échange avec notre directrice générale, Josée Frenette, sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour tenter de mettre en valeur, en fait, et d'inclure la diversité dans nos activités. Et la Fondation Laura les Merveilles est venue rapidement au sujet de discussion pour qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner davantage au niveau de la région leur mission. Et donc, le défi du préfet, essentiellement, comment qu'il se décline. Alors, ça va être un parcours à relais le long du littoral de la 138. La course aura lieu le 20 septembre prochain. Le tout se décline avec 108 participants. 108 participants, donc, qui vont être répartis dans 18 équipes. Pourquoi 18 équipes? Parce qu'il y a 18 municipalités. Donc, chacune des équipes aura le privilège d'avoir leur identité visuelle, mais l'objectif, c'est de travailler ensemble, de travailler en collaboration pour nous permettre, en fait, un parcours de 47,2 km le long du littoral portneuvois. Le tout, en fait, va être segmenté en relais. C'est important, en fait. On comprend que la distance peut paraître importante. Et elle est importante pour les coureuses et coureurs. Alors, pour faciliter l'inclusion et la participation, alors il y aura des relais qui vont varier entre 5 et 10 km chacun. Donc, les participants peuvent choisir de s'inscrire, en fait, au niveau de chacune des villes et de choisir la distance qu'ils souhaiteront accomplir. Certains audacieuses et audacieux ont déjà pris l'engagement de tenter d'accomplir la totalité du parcours. Alors, vous aurez la chance de voir cette équipe sur place qui s'est donné le défi de faire 47,2 km. Donc, le départ aura lieu le 20 septembre, donc au Moulin à Vent de Grondines à 8 h le matin, pour une arrivée prévue à 14h30 ici au pavillon du Marais à Neuville. Une bière en collaboration avec La Fosse et la brasserie 6e Parallèle a été brassée et sera vendue pour amasser d'autres fonds pour la cause. Pour ce qui est de la fondation soutenue Laura les Merveilles, qu'on retrouve à Saint-Augustin, voici la fondatrice Sandra Lambert. Donc, je porte 2 chapeaux aujourd'hui pour m'adresser à vous. Peut-être commencer par rapidement, Laura les Merveilles, c'est un drôle de nom. Hein? C'est un prénom, Laura. Les Merveilles, c'est pas les espace merveille. Hein? C'est L majuscule et M-E-R-V-E-I-L, c'est un nom de famille. C'est le nom de famille de Laura. Moi, j'ai eu le privilège d'être la maman de Laura. Dans le fond, Laura m'a fait le privilège d'être dans ma vie pendant 12 ans. Elle est décédée en septembre 2005. Le 14. D'ailleurs, le 20, ça va faire quasiment 20 ans. Donc, sûrement que je vais marcher, courir pour elle aussi. Donc Laura est l'inspiration de l'organisme. Suite à son décès, j'ai laissé l'enseignement, puis je me suis lancée dans une aventure que j'avais aucune idée de la portée de cette aventure-là pour développer des services que j'aurais aimé avoir à l'époque. Puis le mot « les merveilles », vous en avez parlé un peu, Bernard, ça fait référence à l'émerveillement. Ça fait référence à une audace d'oser croire qu'on peut s'accomplir, même quand on vit une situation de polyhandicap qui menace notre vie et puis qui peut causer un décès. Donc, ça m'amène tout de suite à vous dire, bien justement, c'est qui les jeunes, pour qui on est là. C'est les familles qui vivent avec un enfant
Quand on parle de polyhandicap, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à la fois une déficience intellectuelle associée à une déficience physique. Moi, j'appelle ça la loterie du polyhandicap. Déficience intellectuelle de modéré, sévère à profond. Et déficience physique, c'est pas juste le corps, hein, c'est pas juste d'être en fauteuil roulant ou pas, c'est aussi d'avoir des déficiences visuelles, auditives, langagières, sensorielles même, sentir trop les choses, pas assez, les bruits forts. Bon. Donc, on peut parler même des fois de troubles du spectre de l'autisme. On poursuit maintenant la série de 2 reportages concernant la recherche de logements dans Portneuf en collaboration avec le directeur de l'Office municipal d'habitation, Marc Voyer. Pour le second reportage de Charles Laviolette, il est question de changements qu'apporte le gouvernement aux offices municipaux d'habitation. Voici le travail de Charles. Dans un premier reportage, nous avons rencontré Marc Voyer, le nouveau directeur général de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf. L'OMH-GP est en restructuration et le gouvernement québécois en est actuellement à peaufiner la mission des OMH pour, entre autres, accélérer la construction de logements sur le territoire. Dans les mandats qui s'en viennent de l'Office municipal d'habitation, le gouvernement modifie les objectifs des offices. Donc, anciennement, si on avait un mandat de gérer des parcs immobiliers, de plus en plus, on a un mandat plus régional d'assurer un développement de l'offre d'habitation sociaux et abordables, que ce soit en sollicitant les partenaires pour accélérer la construction de logements. C'est un enjeu principal qu'on a sur notre territoire. On a présentement des projets de construction qui ont été livrés ou qui sont en cours de livraison. On pense à Chantevoix-Saint-Raymond, les Marais à Deschambault, on a les villes qui ont livré également. C'est tous des beaux projets qui sont en cours, mais c'est très long sur notre territoire parce qu'on manque un peu de ressources à ce niveau-là. Ça fait en moyenne environ entre 7 et 8 ans construire ces projets-là. Lorsqu'on débute le projet, on a l'idée jusqu'à la livraison de nos immeubles. Donc, un des objectifs de l'Office, c'est d'accélérer un peu ce volet-là avec les partenaires pour faire plus de logements rapidement sur notre territoire. Selon Marc Voyer, s'il y a un manque de logements sociaux dans la région pour les ménages gagnant moins de 25 000 $ par année, nous vivons surtout un manque de logements pour les locataires qui gagnent entre 25 000 et 40 000 $ par année. Le prix des logements, oui, c'est demeure un enjeu sur le territoire puisque on constate toujours qu'une personne doit mettre maximum 30 % de ses revenus pour l'hébergement, pour se loger. Donc, c'est sûr que c'est le créneau. C'est sûr qu'une personne qui a des revenus moindres a accès au programme de HLM. Donc, cette personne-là a quand même des options possibles. L'enjeu qu'on va trouver maintenant, c'est l'enjeu de la clientèle qu'on va dire de l'abordabilité. Donc, lorsqu'on parle de logements sociaux, c'est les gens qui ont entre 25 500 et moins, pour comme la majeure partie du territoire de Portneuf. Mais ensuite, on a la clientèle qui gagne entre 25 500 et 40 000 brut comme revenu. Et cette clientèle-là n'a pas nécessairement les moyens de se trouver des logements à 1 200 $ par mois. Donc, c'est cette clientèle-là que je ne peux pas avoir dans mon parc immobilier et qui ne trouve pas de logement, qui représente la clientèle un peu plus névralgique. On recherche des solutions davantage pour eux présentement pour trouver une solution pour les aider. Le barème de 25 000 $ par année pour avoir accès à du logement social est déterminé par la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Étrangement, si ce 25 000 $ de revenu maximum est effectif dans la plupart des municipalités de Portneuf, il est plus élevé dans les municipalités de Pont-Rouge, Saint-Raymond et Neuville. Pour le territoire de Portneuf, notre créneau de 25 500 est déterminé par la SHQ. Donc, on n'a pas de pouvoir sur la détermination. Lorsqu'on va prendre les villes de Pont-Rouge et Saint-Raymond, ce montant-là va monter à 28 000 parce qu'il y a une population de 10 000 habitants et plus. Quand on prend une population du RMR de Québec, eux, leur montant maximum pour se qualifier est de 36 500. Donc, pour les gens qui sont dans le RMR de Québec, incluant toute la communauté de la Jacques-Cartier ainsi que la ville de Neuville, cette population a plus de capacité puisqu'ils ont plus d'accès aux logements sociaux. L'enjeu du logement abordable va être un peu moins important pour eux, mais demeure quand même important sur le territoire. Effectivement, c'est un peu étrange que Québec, les logements pour se qualifier étaient à 36 000, tandis que nous, pour nous, on est à 25 000. Puisque que tu sois à Québec ou ici, tes dépenses d'épicerie sont les mêmes, tes dépenses de transport, on en a beaucoup plus dans Portneuf qu'à Québec. On a nos coûts les constructions de logements. Ton immeuble que tu construis, que tu le construis à Québec ou à Portneuf, ton 2x4, il va coûter le même prix aussi, il vient de la quincaillerie. Donc, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Donc, c'est un peu une critique présentement qui se passe. Il y a beaucoup de régions qui se soulèvent pour dire les taux sont trop faibles en comparativement. 2 nouveaux programmes sont mis sur pied.
Le premier existe pour aider les sinistrés, alors qu'un deuxième a été lancé pour aider la relocalisation des locataires. 2 nouveaux programmes sont disponibles sur le territoire de Portneuf. Le programme, c'est le premier, c'est le programme des sinistrés. C'est un programme qui a été mis en place dans les derniers mois en collaboration avec le CIUS, la capitale nationale, l'Office et des partenaires. Le programme vise dans le fond à aider les personnes qui se trouvent sinistrées rapidement suite à un incendie, suite à une inondation, suite à une perte de logement pour insalubrité qui ne relève pas de la faute du locataire et qui n'a pas d'assurance. Dans ce cas-là, l'Office met en place un programme qui permet de relocaliser temporairement les ménages avec une aide financière mensuelle également qui est possible. L'autre programme qui est disponible, c'est le PHT-ARL qu'on appelle. Ce programme fait en sorte qu'une personne qui se retrouve à la rue, soit par une séparation, soit parce qu'une personne est victime de violence conjugale et elle veut sortir rapidement de son milieu, ou simplement pour qu'elle quitte son logement, être avec ses parents dit à cet âge, tu quittes la maison. Cette personne-là pourrait se qualifier pour le programme. Et qu'est-ce qui fait le programme? C'est qu'il va couvrir 2 mois d'aide financière pour permettre à la personne de le relocaliser. Puis ça permet également d'offrir de couvrir les frais pour le déménagement de la personne. Et si la personne qui se retrouve à la rue a des meubles, ça permet également d'entreposer les biens pendant quelques mois également pour aider la personne, pour lui permettre de se reprendre en main pour se trouver un logement par la suite. L'OMHGP a aussi annoncé la formation du réseau immobilier du Grand Portneuf, un organisme destiné à devenir propriétaire d'immeubles à logement et à maintenir un bas coût de location. Un autre programme qui est en place également, c'est le réseau immobilier du Grand Portneuf. C'est une entité qui a été créée dernièrement, qui se trouve un peu être le bras droit de l'Office, puisque nous, l'Office, on agit en logements sociaux. Mais la question du logement abordable est présente. Et pour aider la construction de logements abordables, les municipalités et l'Office et les partenaires, entre autres le projet Un toit pour toi de Portneuf Ensemble, on a mis en place le réseau. Le réseau, dans le fond, c'est une entité indépendante qui a pour mandat soit de faire la construction ou de l'acquisition d'immeubles en vente, qui va prendre la gestion pour s'assurer que ces immeubles-là demeurent avec des coûts de loyer abordables et accessibles. Donc, le réseau immobilier du Grand Portneuf, son objectif principal, c'est de sortir les loyers du marché privé en acquérant des immeubles, en faisant la construction de logements également, pour développer une offre de parc accessible financièrement pour tout le monde. Voici la météo pour la fin de semaine des 5, 6 et 7 septembre prochains. Alors, on arrive à la fin du bulletin d'information. Rapidement, la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette lancera sa saison 2025-2026 le 22 septembre prochain à 19h, toujours au cinéma Alouette de Saint-Raymond. Comme d'habitude pour les matchs, c'est gratuit pour le public. Pour ceux qui voudraient devenir joueurs, la Ligue d'improvisation organise des ateliers 8 et 15 septembre, les lundis, au 235-3 rue Saint-Cyril, donc les bureaux de CJSR. Pour l'atelier du 8 septembre, le comédien Louis-Olivier Pelletier donnera une formation d'improvisation sur la création de personnages. Avec sa compagnie, le Club d'impro, il produit plus de 450 activités annuellement, que ce soit par des spectacles ou des formations offertes par son école d'improvisation. Le bingo CJSR est lui aussi de retour et vous pouvez dès maintenant vous procurer vos cartes auprès des dépositaires habituels tels que le dépanneur Yves à Pont-Rouge, Alimentation du Plein Saint-Raymond et Ultramar Saint-Marc. Évidemment, de nombreux autres dépositaires que vous pouvez trouver sur les réseaux de CJSR pour vous procurer votre carte au coût de 5 $. Pour cette première édition, ce dimanche, Philippe Gasse sera l'animateur lors de la soirée d'ouverture. C'est ce qui complète le bulletin d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à nos invités et à Arthur Bordelot pour la technique et son reportage, ainsi qu'à Philippe et Charles Laviolette pour leur aide. On se laisse encore avec les images de la course de motocross de Deschambault qui a eu lieu cet été. Pour le générique, je vous souhaite de passer une agréable fin de semaine.